Enfin, il y a l'article 165 du traité de Lisbonne qui reconnaît la spécificité du sport. On parle des sociétés sportives, mais il faut reconnaître que l'activité sportive n'est pas une activité classique comme toutes les autres. Alors, c'est une activité particulière qui demande un encadrement particulier. Il y a le règlement sur l'octroi des licences en club qui est rentré en vigueur en mars et les difficultés de mise en pratique ont renvoyé le délai butoir en janvier 2018. Il y a la circulaire 1171 de 2008 des exigences minimales contractuelles, la circulaire 1417 sur les intermédiaires et la circulaire 1464 sur la propriété des droits économiques des joueurs par les tiers. Sur le plan national, il y a la loi sportive, il y a la loi numéro 15, parce que la réglementation FIFA recommande que l'on tienne compte de la législation nationale. Donc il y a la loi 015-2002 portant code du travail, il y a le statut de la FECOFA, il y a les règlements généraux sportifs et les RGS. Sauf que ces textes sont vieux et demandent à être actualisés pour assurer un meilleur équilibre entre toutes les parties prenantes du football. La mutation des clubs en société n'est pas encadrée et posera de sérieux problèmes si les parties prenantes du football ne prennent pas les dispositions appropriées. On pense des sociétés, c'est-à-dire que les joueurs sont des travailleurs, sont des contrats. Mais quelle disposition régit l'âge de leur entrée en retraite? Parce qu'à 35 ans, ils finissent de jouer. C'est au législateur de réglementer. Quelle sera la cotisation de la sécurité sociale que le club devrait payer à l'UNSS parce que la carrière est courte? Cette cotisation ne devrait pas forcément être la même que les autres entreprises classiques. Cela pose le problème de la spécificité du foot qui doit être prise en compte dans tous nos textes. Et le Code du travail reste incompatible avec les contraintes de l'exercice du métier de footballeur. Le Code du travail parle de CDI et il parle de CDD de 2 ans maximum. Mais le contrat du travail, en CDI, ce n'est pas possible. Et en CDD, c'est au moins 5 ans. Donc, il y a un travail législatif à faire à ce niveau-là aussi pour pouvoir apporter un meilleur encadrement aux footballeurs. Dans les faits, il y a tous les éléments qui concourent à la reconnaissance du métier de footballeur. La durée de la relation contractuelle et du travail, les conditions physiques et d'aptitude, le travail dominical et le week-end, parce que les joueurs ils jouent jusqu'au week-end. Ils n'ont pas pratiquement de jours de répit. De frais de transport réguliers, de salaires et ou recettes de matchs ou primes, des soins médicaux qui leur sont alloués. Mais en droit, il n'y a rien derrière. Sur le plan économique, l'économie et le marché du football dans notre pays, nous l'avons estimé aujourd'hui à 200 millions de dollars. Si on prend les investissements du gouvernement central, avec les rénovations des stades, les constructions de stades, si on prend les budgets que les clubs allouent qui participent à la Ligue Nafoot en com, autour de 150 millions, si on prend les budgets cumulés des clubs de la Lifkin, autour de 800 000 et de l'FFKIN, ça veut dire qu'en termes d'emploi, le FECOFA envoie 20 000 joueurs. Mais sur les 20 000 joueurs, il n'y en a que 200 qui ont des contrats. Il y a 7 700 bénévoles dans les instances, il y a 2 000 agents et les chantiers des stades ont créé autour de 30 000 emplois. Ça veut dire que sur une moyenne de 50 000 personnes, quand on prend l'IDH, l'indice de développement humain qui fait qu'une famille est 5 personnes, le football, toute famille comprise, emploie autour de 250 000 personnes. Ce n'est pas peu. L'encadrement consenti par le club, donc,
et doit être soutenu au niveau d'instance. Au niveau des compétitions, pour chuter, je veux dire, finir par une maxime aussi. Passe. Voilà. Dans le foot, plus vous avez des responsabilités, moins vous avez les pouvoirs. On a parlé des violences, mais on n'a pas parlé des violences que subissent les instances organisatrices de football dans l'exercice de leur gestion. Le président Omar avait fustigé la politisation à outrance de notre football il y a quelques mois. Moi, j'ajouterai le leadership faible des instances face à cette politisation-là qui a affaibli les instances organisatrices des compétitions. Les dirigeants de clubs, c'est de hautes fonctions, parfois politiques, parfois économiques, parfois militaires. Ils consentent d'importants investissements dans les clubs, mais leur intérêt immédiat, participer régulièrement à la CAF. Mais qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Indirectement ou directement, consciemment ou inconsciemment, ça bascule à l'influence politique. La principale cause et conséquence des fléaux qui affectent nos compétitions. Et cette influence politique est matérialisée par 12 fléaux que nous allons énumérer dans le cadre de la LIFNAFOOT. Le déclin de l'incertitude du résultat sportif. La hiérarchie financière avec 2 clubs qui doivent impérativement occuper les 3 premières places du championnat. La crise de confiance au comité de gestion de la Ligue. La modification intempestive des formats de championnat. Le non-respect du calendrier de la saison. La concentration de meilleurs nationaux dans les 2 clubs, parfois sans le faire jouer, mais pour affaiblir la concurrence. La recrudescence de la violence dans les stades, la corruption des arbitres et des membres des instances, les matchs arrangés, la manipulation, le harcèlement des dirigeants des autres clubs, la pression de grands clubs via leurs supporters. Ils vendent plus la rivalité auprès de leurs supporters et cela entraîne des violences. Et la manipulation des supporters par les dirigeants. J'ai dit et je vous remercie.